Chers amis, bonjour. Alors, un peu difficile de faire des vidéos aujourd'hui parce qu'à chaque fois que je fais une tentative sur mon ordinateur, il y a des soucis techniques qui viennent s'interposer devant ma volonté, donc je suis pas contente. Ça m'énerve. Il n'y a rien de pire que quand la technique ne suit pas. Je pourrais balancer mon ordinateur par la fenêtre. Le problème, c'est que j'habite au rez-de-chaussée, donc ça ne servirait pas à grand-chose. Et puis, il faudrait que j'ouvre la fenêtre et il ferait froid, il fait froid. Bon. Alors, je vais vous parler ce matin. Alors, il y a des gens que je sais qui m'attendent en politique, mais moi, ma véritable nature, c'est d'être une artiste. Et à ce titre, je ne peux pas faire autrement que de me saisir d'abord ce sur quoi je me sens la plus compétente. Je suis désolée, sachant que d'autre part, de toute façon, tout ce qui est artistique ne peut être que intimement lié aussi à ce qui est politique. Pourquoi? Parce que la matière première de l'art, très souvent, ça concerne quand même la souffrance, et donc la souffrance psychologique, donc le médical, la souffrance au travail, le burn-out, la dépression, enfin, que des trucs hyper bandants, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, c'est lié, quoi. Donc, pas de panique à bord, hein. D'ailleurs, alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que comment se fait-il que j'en sois arrivée à travailler sur ce sujet-là? Je ne sais plus. Enfin bref, comment rendre l'art, ou plus précisément la démarche artistique, comment rendre la démarche artistique plus accessible, enfin accessible au plus grand nombre. Alors ça fait déjà des années que je travaille sur ce sujet et que je sais que tout ce que j'ai pu dire depuis toutes ces années a été suivi et largement suivi par tout un tas d'acteurs sur le plan culturel, mais un petit peu moins par les gouvernements successifs, on va dire ça comme ça. En fait, je suis intarissable sur ce sujet, hein, que les choses soient bien claires. Donc voilà. Alors, j'ai mis, alors que je vous explique. Depuis plusieurs jours, à 5 heures du matin, je travaille sur ce sujet, sur mon vrai forum. Enfin, c'est pas que celui auquel vous avez étudié n'est pas mon vrai forum, mais c'est un forum qui est beaucoup plus axé sur la politique en général, alors que moi, ma vraie nature, c'est d'être une artiste. Donc, je me suis infiniment plus à l'aise sur le forum de chansons françaises et de chansons à texte, d'accord, que j'avais créé il y a quelque temps. Mais si, j'avais fait un superbe calligramme, chanson française. Bon, ouais. Mais puis je l'ai envoyé à quelqu'un, il a disparu, il a disparu du portail, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. J'ai pas eu le temps de le faire en estampe d'ailleurs, mais il faudra que je le fasse. Alors, que je vous explique un peu. Il faut que vous alliez voir, j'ai mis le lien donc, de l'article en question, j'ai pas fini encore. J'ai mis le lien aussi de la librairie francophone de France Inter. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai l'habitude d'écouter cette émission-là, pas de façon systématique, mais le plus souvent possible, sur France Inter, le samedi après-midi, en deuxième partie d'après-midi. Et enfin, je sais pas, en milieu d'après-midi. Mais je ne savais pas qu'il y avait une version vidéo. Mais en fait, oui, bien sûr, il le dit en plus, chaque samedi, il le dit, mais j'ai pas jamais tilté, je suis jamais allé voir. Puis là, évidemment, le fait que Thomas Fersen fasse cette émission-là, je me suis dit, bon, quand même, je vais aller voir la vidéo, quoi. Je suis allé récupérer le lien, je suis allé voir la vidéo. Alors, pourquoi c'est important de voir cette émission-là? Je vais vous expliquer. C'est parce que tous les gens qui sont invités dans cette émission-là en particulier, euh, comment dire, défendent quelque chose qu'ils ont fait qui est, comment dire, qui est un sujet, ce ne sont que des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et en ce sens, c'est beaucoup plus important pour moi encore que vous voyez cette émission-là particulièrement que n'importe quelle autre de leurs émissions, qui sont toutes excellentes, hein. Moi, c'est une émission que j'aime vraiment beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que le principe de la librairie francophone, comme son nom l'indique, c'est que l'émission se fait en duplex avec des librairies dans d'autres régions francophones, Suisse, Belgique, Canada notamment. Et en ce sens, c'est intéressant parce que ça donne un œil beaucoup plus large de la francophonie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir. J'ai super bien bossé. Alors, il y a notamment Alain Rabot, j'espère que je n'ai pas donné son nom, Alain Raboukou, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Dictionnaire des cultures africaines, chez Fayard. Alors, c'est très interpellant, ça. J'ai trouvé ça très, très interpellant, parce que moi, j'ai créé une page sur Facebook qui s'appelle
on accueille des migrants, ça se passe bien, merci. Parce qu'il y a des régions en France, il y a des villes où on accueille des migrants et où ça se passe bien, n'en déplaise à certains. Bon. Mais c'est vrai que j'ai pas tellement l'occasion de m'occuper beaucoup de cette page, pas suffisamment, je sais bien. Et puis je sais qu'on me reproche souvent. Mais comment dire? Le problème, c'est que si je suivais toutes les recommandations qu'on me fait toujours pour alimenter des combats qui me sont chers, je passerais mon temps à signer des pétitions et à déposer des liens, quoi. Je veux dire, je suis pas une machine non plus, hein. Donc c'est pas parce que je ne relaye pas quelque chose qu'on me met sous le nez que je l'approuve pas nécessairement. Mais je peux pas non plus cliquer sur 500 j'aime par jour uniquement. C'est-à-dire que j'ai une âme aussi et je préfère comment dire appuyer favorablement sur un truc que je cautionne et le développer vraiment plutôt que de faire plus souvent et puis de rien développer du tout. Bon. Alors pourquoi c'est important ce livre-là? Dictionnaire des cultures africaines. Comme il l'explique très bien justement, c'est l'occasion pour lui, qui est africain, de donner l'image de donner une image de l'Afrique qui soit justement éloignée de toutes des images qu'on en voit d'habitude, souvent en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est important. Dictionnaire des cultures africaines. Alors, notamment, ce qui m'interpelle, c'est de croiser ça avec le Brexit. Alors là, il y a des gens qui doivent se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, vous allez très vite comprendre. Là, actuellement, avec le Brexit, je vous recommande d'aller écouter toutes les émissions d'hier sur France Inter, qui a consacré sa journée entière au Brexit. J'ai regardé une partie, et puis comme toujours, au bout de assez rapidement, je sature parce que je fais la connexion avec plein de choses que j'ai entendues, et ce qui fait que j'aurai la tête qui exploserait, donc au bout d'une heure ou deux, en général, je suis obligée d'éteindre pour faire autre chose, quoi, parce qu'autrement, je m'en sortirais pas. Mais ce qui est important, non mais c'est important d'aller réécouter cette émission-là parce que euh, justement, on parle du Royaume-Uni et d'Angleterre sous des angles tout à fait différents et particuliers. Par exemple, l'après-midi, je crois que c'est dans Affaires sensibles, je ne sais plus exactement, une des émissions d'après-midi, notamment, il y a eu des extraits audio de français de la France profonde qui remontent à je sais pas, un siècle ou deux peut-être, où ces Français, justement, des agriculteurs, hein, comme vous diriez un agriculteur aujourd'hui, dans n'importe quelle région de France, qui ouvre sa maison en chambre d'hôte, etc. Mais ça remonte à un siècle ou deux. Et alors, les Anglais avaient un mal de chien, enfin, traversaient très rarement la Manche pour venir nous visiter. Et donc, évidemment, ils étaient regardés un peu comme comme des, des choses étranges, quoi. Voilà. Et donc, c'était vraiment incroyablement curieux et étrange d'entendre ce témoignage de Français qui avaient accueilli des Anglais à cette époque-là. Enfin, c'était il y a France Inter pour faire ça, franchement. Et j'ai trouvé ça vraiment super marrant. Voilà. Alors, pour quelle raison ça m'interpelle? On sait aujourd'hui que dans tous les pays qui ont été colonisateurs, et Dieu sait que nous l'avons été, mais le Royaume-Uni l'a été beaucoup plus que nous, parce qu'évidemment, ils étaient en tête de la révolution industrielle, puisque ce sont eux qui ont initié la révolution industrielle. Donc, du coup, ils étaient, d'une certaine façon, ils avaient une sacrée longueur d'avance. C'est pour ça qu'ils sont allés coloniser jusqu'en Inde, par exemple. Chose que nous n'avons pas fait ou fait de façon moindre, en tout cas. Une chose est sûre, par contre, c'est que je crois savoir qu'on a laissé de meilleurs souvenirs qu'eux, par contre. Bon. Enfin, ça, c'est un autre débat. J'ai pas la culture, j'ai pas ma culture de l'histoire de la colonisation en général n'est pas suffisamment pointue pour que je m'aventure trop sur ce terrain-là. Mais bon, glissons. Mais si je parle du Brexit là particulièrement, c'est parce que il a été expliqué ces jours derniers que un des objectifs de Boris Johnson, c'était de regarder de nouveau vers l'Afrique et notamment vers ses anciennes colonies. C'est-à-dire donc avec un ton paternaliste, enfin, vous voyez ce que ça donne un peu. Et alors, je me demande, j'aimerais savoir franchement ce que cet écrivain, donc qui a écrit ce dictionnaire des cultures africaines, qui est, mais alors, aux antipodes de se considérer comme un pauvre petit noir qui attend tout de l'ancien pays colonisateur. C'est pas du tout ça, hein, mais alors c'est pas du tout ça, bien au contraire.
bien au contraire. Et donc, je serais très curieuse de voir quelle lecture il fait justement du Brexit et de cette nouvelle colonisation revendiquée par Boris Johnson. Alors, pour cette nouvelle colonisation, quand même, j'ai expliqué dans une vidéo il y a quelques jours que je me demandais bien quelle tournure ça allait prendre. Franchement, je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner, quoi. Voilà. Ça, j'avais autre chose à rajouter sur le sujet, mais ça m'échappe. C'est pas grave, je reviendrai dessus. On verra bien. Ensuite, il y a un autre livre super important dont on parle dans cette vidéo-là, qui a été écrit par Nadine Monfils au sujet du palais du facteur cheval. Alors moi, c'est un endroit que j'adore absolument et que je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de visiter, mais j'adorerais y aller. Je sais que Thomas Fersen a tourné un de ses clips bien avant que je commence à lui écrire, donc il y a 25 ans. C'était Bal des oiseaux, non pas le Bal des... Je ne me souviens plus quelle chanson c'était. Enfin bref, il avait tourné un clip là-bas et j'avais trouvé ça génial, mais moi, évidemment, c'est le type d'endroit qui me fascine complètement parce que c'est tellement hors norme, c'est tellement extraordinaire. Enfin, on peut être que sous le charme devant un endroit pareil. Mais ce qui m'a interpellée, bon déjà Nadine, mon fils, a fait tout un tas de réflexions dans l'émission qui sont tout à fait interpellantes et sur lesquelles je reviendrai, je pense. Mais donc il faut aller voir ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle raconte le contexte dans lequel il a pris la décision de construire ce palais. Donc il faisait sa tournée de facteur, il a trébuché sur un caillou qui était particulier. Et puis donc il a regardé le caillou, et puis alors ce qu'on on nous avait caché, que j'ignorais complètement, c'est qu'il avait perdu une fille de 15 ans. Donc je sais pas, les semaines ou les mois d'avant, enfin bref, il s'en sortait pas, il n'arrivait pas à faire son deuil, comme on dit, ce qui est normal, parce qu'on se remet jamais de la mort d'un enfant, paraît-il. Et donc le fait de trébucher sur ce caillou, en fait, a eu pour conséquence que il a poursuivi ce rêve-là, et il l'a concrétisé, et il l'a fabriqué, et la genèse du palais du facteur cheval réside dans la perte d'un enfant. Et voilà. Donc, parce qu'à chaque fois qu'on souffre de quelque chose, surtout quand on doit faire le deuil de quelque chose particulièrement, c'est extrêmement lourd, de quelque chose ou de quelqu'un, c'est extrêmement lourd, et donc il y a toujours un phénomène de transformation. C'est-à-dire qu'il faut transformer la souffrance en quelque chose. Le problème, c'est qu'entre le moment où on en prend conscience et le moment où on a la pulsion de vie qui va provoquer l'étincelle pour passer à l'acte, vous avez des gens chez qui ça va se faire en quelques semaines, et puis vous avez des gens pour qui ça mettra des années, voire des décennies quelquefois. Moi, j'en ai tellement pris plein la gueule à une époque de ma vie que, une fois que j'ai pété les plombs à 40 ans, je suis tellement tombée depuis 10 ans que je me relève en 2 jours toujours, quoi. Quel que soit le coup que je prends dans la gueule, et ça m'arrive encore tout le temps, je me relève en 2 jours, quoi. Bon. Je chiale un bon coup et puis c'est reparti, quoi. Mais tout le monde n'a pas ce pouvoir de repartir aussi rapidement. Et c'est particulier, quoi. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, malheureusement, hein. Puis j'aimerais bien qu'on n'en prenne pas l'habitude, surtout, c'est surtout ça le problème. Mais par contre, elle dit notamment, merde, j'avais noté ailleurs, attendez, bougez pas. Non, c'est pas ça. Non, j'ai noté autre chose ailleurs, mais j'ai perdu un de mes papiers, apparemment. Bon, c'est pas grave. Mais c'est intéressant de voir justement le remède, c'est la folie. Comment est-ce qu'il dit? Il arrive il arrive que la folie, il arrive que le faux soit le seul refuge, ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça, enfin, je l'ai noté pour en faire un calligramme éventuellement, parce que j'ai trouvé la formule intéressante. Mais par contre, comment dire, entre Thomas Fersen, Philippe Torreton et elle, enfin, les idées se sont rejointes, si vous voulez, dans l'émission, où évidemment l'apologie de la, enfin oui, on peut parler d'apologie quasiment, mais oui, d'attention en tout cas, d'attention donnée à la marginalité. Je me suis à peine sentie visée. Sur la marginalité et ce qui peut être perçu comme une forme de folie. Alors je tiens juste, je dis bien qu'il peut être perçu comme, parce que tout le monde sait que je ne suis pas folle et que je suis bien sage par rapport à bien des artistes et par rapport à beaucoup de monde que je connais, je suis vraiment d'une sagesse exemplaire, franchement, c'est vrai en plus. Mais
il a été dit justement que il faut toujours transformer, c'est vrai. Mais par contre, ce qui n'a pas été précisé, parce que moi, ça m'est arrivé que des gens viennent se confier à moi depuis une dizaine d'années, euh, parce que un mari notamment, je me souviens, non, c'était pendant une exposition que j'avais fait. Il était venu me voir parce que sa femme était artiste peintre et sa femme peignait du matin au soir. Vraiment quoi, c'est-à-dire que elle en perdait quasiment le boire et le manger et le dormir quoi. Et c'était devenu obsessionnel, un peu comme c'est le cas dans le cas du palais du facteur cheval. Ce que je veux dire par là que, et je sais que les psychiatres vont être d'accord avec moi, je suis absolument certaine qu'ils vont être d'accord avec moi, ce qui signe la pathologie de façon générale, en général, c'est l'excès de quelque chose. C'est pas le fait d'être artiste particulièrement, mais ça va être plutôt l'excès. En ce sens, en ce sens, il faut veiller quand même à ce que cette activité de création ne mange pas la totalité du quotidien et ne devienne pas une addiction. Il est normal d'avoir des pulsions créatrices quand on a la fibre artistique de toute façon, ça relève de l'inconscient, on ne peut pas contrôler. Quand on a une pulsion d'écriture, moi, comme quand j'écrivais à Thomas après les séances de psy le lendemain, et que j'écrivais 10 pages, recto verso, si je le faisais pas, je me serais senti mal, quoi. Parce que c'était vital pour moi de le faire. Ça fait longtemps que je fais plus, mais c'était vital pour moi de le faire. Et il s'en nourrissait, lui. Bon, il n'a jamais eu d'indigestion à ma connaissance encore. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que quand on souffre, cette pulsion que je vous décris là, elle est dictée par l'inconscient. C'est une forme de réflexe de survie, d'une certaine façon. Mais il faut quand même être vigilant dans l'hypothèse où ça occupe la totalité des journées et 7 jours sur 7. Je parle de l'entourage là. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire, qu'il faut blâmer, qu'il faut non, il faut être hyper vigilant parce que c'est effectivement une soupape quand même. Mais dans ce cas-là, je recommande à l'entourage de d'aller chercher de l'aide à l'extérieur quand même, parce que ça peut aussi être une forme d'enfermement d'une certaine façon. Enfin, c'est pas d'une certaine façon, c'est certain. Ça peut être une forme d'enfermement. Je veux dire, vous avez des musiciens qui ont un piano, s'ils jouent du matin au soir et qu'ils ne mangent plus, ils ne dorment plus et qu'ils adressent plus la parole à quelqu'un, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que ça peut aussi relever de la pathologie, quand même. Hein. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, sinon, il y a Philippe Torreton. Alors pourquoi Philippe Torreton? Parce qu'il est du coin aussi, figurez-vous. Bon, Philippe Torreton. Jacques Alaguerre et Mémé, alors j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit au sujet de Mémé, parce qu'il expliquait, mais il n'est pas tout jeune, ce livre-là, il est sorti il y a 3 ans. Je ne l'ai pas acheté encore, mais ça m'intéresse, oui. Et il explique qu'il préparait, il voyait sa Mémé que le week-end, et il faisait des colliers de bisous. Et donc, elle avait un bisou par jour, le temps qu'il revienne le week-end d'après. J'ai trouvé ça vraiment super, quoi. Mais j'ai été très touchée par ce qu'il a dit au sujet du contact physique et de la pudeur dans le pays de Caux. Parce que dans le pays de Caux, le cutéreux, on est un peu con, hein, figurez-vous. Ça ne nous empêche pas d'être tendre, mais c'est vrai qu'on a le contact physique difficile. Non, mais c'est vrai, il a raison, c'est tout à fait exact. Et j'ai déjà entendu aussi de certaines copines qui m'en parlaient une fois. Bon, pourquoi la démarche artistique est-elle... Oui, alors ça, c'est moi après qui me fait la réflexion. Pourquoi la démarche artistique est-elle antinomique avec l'extrême droite? Oui, alors cette réflexion m'est venue suite à une réflexion de Philippe Torreton qui disait mais pourquoi les gens cherchent-ils toujours le confort? Parce qu'il expliquait, à juste titre, que ce qui était le sel de la vie, d'une certaine façon. Alors ça m'énerve parce que ça rejoint ce que Manoukian dit, et chaque fois je l'engueule quand il dit ça, quand il dit il y a que les histoires d'amour qui sont moches, qui sont fertiles pour créer. Évidemment, il n'a pas tout à fait tort. Bon, mais c'est pas une raison. C'est vrai que quand les choses vont bien, c'est moins prétexte à la création. D'accord. Bon. Mais ce qui se passe en fait, c'est que l'artiste, c'est d'une certaine façon un éboueur. D'accord? Il est à peu près payé pareil, remarquez. Donc, c'est assez cohérent ce que je dis, tout compte fait. Hein. Mais la raison pour laquelle les gens sont autant attachés au confort, ça réside tout simplement dans le fait que
au point, au stade où en est le citoyen aujourd'hui dans la précarité sociale, dans le mal logement, dans la surabondance de petits contrats, au point que la politique de Macron, ça devient une trumpisation de la société française. À cette insécurité-là, il est cohérent, hélas, que certains citoyens revendiquent une forme de confort. C'est pour se sécuriser. Ça n'est pas qu'ils renient la nécessité de l'inconfort ou du déséquilibre ou de l'ornière. C'est pas qu'ils en ont systématiquement peur, mais je veux dire, à force d'en prendre plein la gueule, quand vous voyez que vous êtes de plus en plus gêné aux entournures pour faire vos courses le 15 du mois, et puis que les années qui viennent, ça sera le 10 du mois, et puis le 8 du mois, à un moment, si vous voulez, il est normal que les gens aient peur recherchent le confort pour se sécuriser. C'est un sentiment d'insécurité. Je parle pas d'insécurité quand vous allez dans la rue, hein. C'est pas du tout de ça dont je parle, moi. Je parle d'insécurité sociale. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bon alors, pourquoi la démarche artistique est-elle antinomique avec l'extrême droite? Je connais pas beaucoup d'artistes qui revendiquent le fait de soutenir Marine Le Pen. Alors, la question qu'il est bon de se poser, c'est pour quelle raison? La question peut lui être posée. On peut notamment prêter attention au fait que partout où l'extrême droite arrive au pouvoir, dans toutes les villes, les services culturels en question, s'il y en a encore, ne font absolument rien pour que le citoyen ait accès à la culture. Ou alors ça se saurait. Mais comment dire, philosophiquement, la démarche artistique est rigoureusement antinomique avec les valeurs d'extrême droite. Puisque par définition, les valeurs d'extrême droite consistent à se retrancher sur le noyau dur de notre identité, dans ce que ça a de plus fermé. Alors, pendant que j'y suis, j'ai pas écrit, mais ça va être l'occasion d'en parler, j'avais le vœu de monter une association qui s'appelle le Pot-au-Feu. J'espère que ça va pouvoir se faire. Bon, il faut retrouver le lien, je sais plus où c'est, je suis pas allée chercher le lien. Il faut aller revoir l'émission de Pierre-Régis Gaudry, c'était la semaine dernière ou le dimanche d'avant, je ne sais plus exactement, où ils ont consacré une émission uniquement justement à des associations qui sont exactement dans cette démarche-là. Et j'étais vraiment extrêmement touchée de voir qu'ils aient consacré une émission rien qu'à ça. Alors je ne sais pas si cette association elle va pouvoir voir le jour, et je ne sais pas quand ni comment, mais je maintiens, je maintiens, parce que dès l'instant que vous arrivez sur un sol étranger, quel que soit, enfin surtout, non, quel que soit votre niveau social et quelle que soit la raison profonde qui est fait que vous arriviez dans un pays étranger, surtout si vous êtes en état de fragilité, il faut manger, il faut trouver à boire, il faut trouver à manger, et il faut trouver où dormir. Bon, une des choses que l'être humain est le plus à même de faire, c'est de cuisiner. Donc, il y a des tas de gens, il y a des tas de il y a un certain nombre de migrants qui ont effectivement un vrai talent de cuisinier et qui donc, par l'intermédiaire de certaines autres associations que la mienne, qui n'a pas encore vu le jour, ont collaboré avec des associations qui se sont montées, qui sont dans cette même démarche. Et donc, je vais aller rechercher les liens sur France Inter pour les mettre sous la vidéo. Mais j'ai été vraiment touchée de voir que j'étais pas la seule à penser ça, quoi. Voilà. Alors, attendez, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire, là? Ben, c'est tout pour l'instant. Ah oui, non, il faut quand même que je parle de Thomas Persel. Je suis parler de Thomas Persel. Bon, alors, pour la petite histoire, j'avais fait, il y a quelques années, des captures d'écran de son DVD Bonne fête Yassin. Je sais plus du tout c'est. Un jour, j'ai dû m'énerver contre lui, j'ai dit, tu commences à me faire chier, j'ai supprimé le dossier. Voilà. Bref, résultat, je les ai plus. Mais j'ai toujours le DVD, donc je peux refaire, hein. C'est pas un souci. Mais bon, là, du coup, j'ai pris la. Évidemment, il se marrait comme un couillon au côté de l'écran. Mais donc, j'ai pris j'ai regardé l'émission après plusieurs jours. J'ai regardé l'émission ce matin et j'ai refait des captures d'écran.
Bon, faut juste en fait que je transfère sur l'autre ordinateur, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, j'ai l'ordinateur sur lequel j'ai accès à mon site sur mon site, le forum politique, et sur l'ancien ordinateur, j'ai accès au site de chansons françaises. Donc il suffit que je fasse les captures d'écran sur le mauvais ordinateur, il faut que je les transfère sur l'autre, sachant que je n'ai plus de clé USB parce que je l'ai rangé, donc je l'ai perdu, et donc ça va se faire. Voilà. Bon, sinon, pour la petite histoire, ces temps-ci, je peins de nouveau beaucoup, enfin pas mal quand même, des choses absolument superbes. Non, je ne vais pas vous montrer. Je vais pas vous montrer tout de suite. Non, non, mais j'ai pris des photos et tout. Parce que Thomas voulait en fait que je me prenne en photo, en selfie, devant les tableaux que j'ai faits à son sujet. Alors, ce ne sont pas des portraits, hein, c'est plutôt des interprétations de certaines photos de ses concerts. On va dire ça comme ça, voilà. Et donc, je suis super contente. Je suis super contente de moi. Et j'ai encore plein d'autres idées. Enfin, j'ai plein de. En fait, j'ai déjà peint des trucs sur ces chansons ou des paroles de chansons. Ah oui, mais il y a longtemps, il y a 10-15 ans peut-être. Enfin, que des gens connaissent, que j'ai exposé déjà. Mais donc là, je lui remets un petit peu. Mais en fait, oui, tiens, pendant que j'y suis, ouais, j'avais acheté ça il y a quelque temps, un livre sur le dessin. Vous savez dessiner en 40 exercices. Alors, je précise. Pour quelle raison j'ai acheté ça? J'ai acheté ça parce que j'ai trouvé que l'approche du dessin qui était faite était une approche beaucoup plus subtile que la prétention de vous apprendre à dessiner. C'est-à-dire que l'objectif de ces exercices, c'est de vous démontrer, de vous démontrer les raisons profondes d'ordre neurologique, par exemple, les raisons profondes qui justifient qu'en réalité, vous êtes capable de dessiner. Qui que vous soyez, vous êtes capable de dessiner. Qui que vous soyez, vous êtes capable d'écrire. Qui que vous soyez, vous êtes capable de chanter. Qui que vous soyez, vous êtes capable de danser, etc., etc., etc. C'est-à-dire que nous avons des œillères qui nous ont été imposées par notre culture, notre milieu, notre famille, et que de faire tomber ces œillères ou de faire comme si, et de se faire violence pour démontrer qu'elles n'existent pas ou qu'on peut les faire tomber, eh bien, c'est un travail extrêmement difficile. Et donc, ce livre-là a l'ambition de vous y aider. Donc, c'est pour ça que c'est un truc super intéressant. Léo Trabuchet, préface de Béatrice Millettre. Vous savez dessiner en 40 exercices. J'ai trouvé ça chez Cultura. D'accord? J'ai commencé à le lire, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, mais c'est vrai que moi, pour l'instant, le début, j'y trouve pas tellement mon compte parce que moi, j'ai déjà un certain niveau quand même de dessin et d'art plastique en général. Je veux dire, les barrières en question dont je vous parle, moi, je les ai fait tomber depuis longtemps, en fait. Mais je les avais fait tomber, puis malheureusement, on me les a redressés dans une vie antérieure parce que mon ex, il n'était pas du tout de la partie. Donc, du coup, j'ai pas pu ouvrir mes ailes d'une certaine façon. Puis il a surtout tout fait pour que je puisse pas le faire. Mais euh, depuis 10 ans, quand même, là maintenant, j'accepte sans aucun problème de passer 10 heures sur un tableau pour, je le range, et puis au bout de quelques jours, je le ressors, puis je me dis, putain, mais c'est vraiment de la merde, en fait. C'est vraiment très, très mauvais. Alors, je déchire pas tout de suite, hein, je déchire pas tout de suite. Je laisse un peu, et puis si le lendemain, au bout de 2-3 jours, je considère toujours que c'est de la merde, ça arrive que je déchire, mais très peu, très peu. Et surtout, je ne souffre plus du fait que je constate qu'il y ait des jours sans. Je pense que pour n'importe quel artiste, de toute façon, il y a des jours sans. Il y a des jours pour et il y a des jours sans. Il y a des jours où ça va être génial, où ça va couler tout seul, et puis il y a des jours où vous bloquez un peu. Bon, j'ai eu un peu de mal depuis quelques années à accepter qu'il y ait des jours sans. Parce que j'avais un peu le sentiment que c'était mon inconscient qui me rattrapait un peu par les pattes. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, non, maintenant je pense ça avec philosophie. Je me dis, bon, bah, si c'est un jour sans, demain ce sera pour, puis ça ira. Voilà, vous allez faire du ménage, faire la vaisselle, faire de la cuisine, et puis on va pas se laisser impressionner par par un pot de pinceau non plus. Hein. On va même pas déconner non plus. Hein. Pas plus qu'on va se laisser impressionner par une flûte à bec ou par un piano. Hein. Bon, même si j'en joue pas. Hein.
Mais voilà, donc je vous recommande quand même ce bouquin parce que j'ai trouvé en fait que l'approche était plus subtile que ce qu'on soupçonne, quoi. Alors il y en a d'autres hein, qui sont bien foutus aussi. De toute façon, chez Cultura, vous avez, enfin, il n'y a pas que chez Cultura, mais il y a plein de bouquins quand même aujourd'hui qui sont faits pour, comment dire, pas pour déculpabiliser, c'est pas ce que je veux dire, mais pour aider à la prise de conscience du potentiel qu'on a tous, chacun, au fond de nous. On a tous un potentiel qu'on soupçonne pas. Simplement, il suffit qu'on n'ait pas croisé la bonne personne et donc on n'en prend pas conscience. Moi, on m'a quand même répété pendant 40 ans que j'étais nulle à chier et que j'écrirais jamais et que, vous voyez ce que je veux dire, bon, jusqu'au jour où j'ai écrit à la bonne personne. Bon, sur ce, je vous laisse parce que j'ai d'autres choses à faire.